Est-ce qu'un simple nom peut vraiment réécrire l'histoire? C'est une question un peu folle, mais c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va se pencher sur la façon dont la Moscovie est devenue la Russie, en suivant la thèse, disons-le, assez provocatrice d'un historien qui vient bousculer le récit traditionnel. Alors, la question de départ, elle a l'air toute simple. Mais la réponse, elle est explosive. Comment est-ce qu'un État, qui s'appelait la Moscovie, a bien pu devenir l'Empire russe? C'est vraiment ça le cœur du mystère qu'on va essayer de démêler ensemble. Et pour décortiquer ça, on va s'appuyer sur le travail d'un historien ukrainien, Oleksandr Alfyorov. Attention, il propose une lecture bien à lui, très spécifique des événements. C'est donc sa perspective qu'on va suivre pas à pas. Ok, pour comprendre, il faut remonter le temps. Tout commence à un moment bien précis, 1721. Cette année-là, il y a une proclamation qui, d'après notre source, va tout changer et poser les fondations d'un tout nouveau récit national. Alors, quel est le contexte? On est à la fin d'une guerre immense, la Grande Guerre du Nord. Ça a duré 20 ans, un conflit énorme entre la Moscovie et la Suède. Et c'est la Moscovie qui gagne. Pour fêter ça, le 22 octobre 1721, le tsar Pierre Ier, il ne fait pas juste une parade, non, il décide de s'octroyer un titre complètement nouveau, un titre impérial. Et attention, il ne se proclame pas juste empereur. Le titre est très précis, empereur de toutes les Russies. Et c'est là, dans ces quelques mots, de toutes les Russies, que se cache toute la clé de l'énigme, en tout cas selon Alfyorov. Ce n'est pas du tout en détail, c'est bien plus que de la sémantique. Voilà la première grosse subtilité, et Alfyorov insiste beaucoup là-dessus. C'est le titre du dirigeant qui change, pas le nom de l'État. Le pays, lui, s'appelle toujours le Tsarat de Moscovie. En gros, l'homme s'offre un nouveau titre, mais l'État, lui, garde son ancien nom pour l'instant. Bon, maintenant qu'on a posé ça, on entre dans le vif du sujet. Deuxième partie, on va voir comment notre source déconstruit la fameuse lignée historique. Et c'est là que l'argument devient vraiment passionnant. Mais alors, on peut se demander, pourquoi ce choix? Pourquoi tenir absolument à utiliser le nom de Russ? Qu'est-ce qui se cachait derrière cette décision? Quel était le but en fait? La réponse d'Alfyorov, elle est directe, sans détour. Pour lui, c'était une manœuvre pour s'approprier purement et simplement l'histoire et tout l'héritage de la Russe de Kiev, ce fameux État médiéval qui avait pour centre la ville de Kiev. Pour bien suivre le raisonnement, il y a un terme qu'il faut absolument éclaircir, Mala russe, qu'on traduit souvent par Petite Russie. D'après l'historien, attention, ça ne voulait pas du tout dire inférieur ou moins important, bien au contraire. Ça désignait le cœur, le centre névralgique, les terres métropolitaines de la Russe d'origine, celle qui était autour de Kiev. C'est un peu comme si on parlait du noyau historique d'un pays. Du coup, Alfyorov, il nous brosse un portrait très différent des origines de la Moscovie. Il dit « oubliez Kiev ». Pour lui, les racines sont à chercher ailleurs, du côté de la principauté de Vladimir Souzdal. Il y met l'accent sur l'influence énorme de la Horde d'Or, qui aurait carrément aidé cette branche de la dynastie à prendre le pouvoir. Et cette ascension, elle se serait faite, toujours selon lui, de manière assez brutale, en écrasant d'autres centres culturels importants, comme Novgorod par exemple. Et pour résumer sa pensée, il y a cette phrase, c'est une paraphrase mais elle est vraiment percutante. Si Kiev vous dérange tant que ça, eh bien, enlevez-la de votre histoire. Et regardez ce qu'il reste, le Kremlin et votre héritage de la Horde d'Or. C'est une manière très directe de dire que, sans Kiev, le récit historique de la Russie s'effondre, ou du moins il est complètement différent. Ok, on a vu la trajectoire de la Moscovie selon Alfyorov. Maintenant, regardons l'autre versant de l'histoire. Quel a été le parcours de l'Ukraine, toujours d'après cette même source? L'idée ici, c'est vraiment de visualiser deux chemins bien distincts, deux autoroutes qui ne se croisent pas. D'un côté, on a le chemin de l'Ukraine. Ça part de la Russe de Kiev, ça passe par le Grand-Duché de Lituanie, l'Hetmanat cosaque et ça mène à l'État ukrainien moderne. Et de l'autre côté, le chemin de la Moscovie. Départ de Vladimir Souzdal, une forte influence de la Horde d'Or, le Tsarat de Moscovie et enfin l'Empire russe. La conclusion de ce raisonnement, elle est assez radicale, il faut le dire. L'idée, ce n'est pas qu'il y a un seul tronc commun avec deux branches. Non. Pour Alfyorov, il y a deux histoires complètement séparées qui ne se sont rencontrées que bien plus tard, et souvent pas de manière très amicale. On pourrait se dire que tout ça, c'est une vieille querelle d'historiens. Mais pourquoi est-ce que c'est si important aujourd'hui? Eh bien, la dernière partie de l'analyse nous montre que, pour Alfyorov, ce n'est pas du tout un débat académique. C'est bien plus que ça, c'est une arme. Oui, parce que pour cet historien, toute cette discussion sur les noms, les origines, ce n'est vraiment pas juste pour le plaisir de débattre entre spécialistes. Il est convaincu que ça a des conséquences très, très concrètes, ici et maintenant. Et les enjeux, selon lui, sont énormes.
Parce que s'approprier l'histoire de la Russe de Kiev, ça servirait à quoi? Eh bien, ça pourrait servir à justifier des invasions modernes, ça permettrait aussi d'effacer la mémoire historique ukrainienne, de créer ce fameux récit des peuples frères qui gomme toutes les différences, et au final, le but serait de nier que l'Ukraine a droit à sa propre histoire, à sa propre existence en tant qu'État souverain. Ce qui nous amène à la question finale, une question qui va bien au-delà de ce cas précis. Quand l'histoire elle-même devient un champ de bataille, un véritable enjeu de pouvoir, comment fait-on pour s'approcher de la vérité? C'est une question vertigineuse, et la réflexion est loin d'être terminée.